Donc voilà, pour ce qui concerne le premier atelier, donc qui concernait le travail à l'extérieur, à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, du secteur de la construction qui lui a fait l'objet d'un autre atelier. Ben voilà, on a passé en revue un certain nombre de revendications et puis de pistes de travail en termes d'action syndicale. On avait dans l'atelier des collègues soit secrétaires syndicaux, soit des militants qui travaillaient dans différents secteurs. On en avait dans le secteur des médias, concrètement de la télévision, secteur de l'hôtellerie-restauration. On a discuté aussi un peu d'agriculture et de différents autres secteurs donc, qui travaillent à l'extérieur. Et on a voilà, discuté, arrivé sur un certain nombre d'éléments concernant en termes de pistes de revendication. Alors sur le premier axe, celui qui concerne la fixation des seuils et la question des contrôles de l'application de ces dispositions. Alors évidemment, on était toutes et tous favorables à aller de l'avant. Tel que ça nous a été présenté ce matin, c'est vrai qu'on a en Suisse une nécessité assez impérative d'avancer là-dessus pour cadrer un peu plus et notamment fixer des seuils en termes d'interdiction du travail au-delà d'une certaine température. Et quand je dis température, c'est au sens de l'acronyme dont on vous a parlé ce matin, c'est-à-dire qu'ils prennent évidemment en compte les différents éléments. Cela dit, sur ces éléments-là, on est bien conscient aussi que compte tenu du rapport de force existant en Suisse, que ce soit au Conseil fédéral ou aux chambres fédérales, c'est évidemment un travail de longue haleine qui va devoir être mené. C'est pas demain la veille, on se fait pas d'illusions là-dessus que tout à coup, par miracle, le Conseil fédéral ou les chambres fédérales se mettront à modifier la loi sur le travail. Et si elle est aussi insuffisante que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et donc, il y a évidemment un rapport de force à construire aussi avec les salariés pour y parvenir. Et peut-être plus concrètement, au-delà effectivement du rapport de force, et ça c'est les autres mesures qu'on discutera plus tard, il faut déjà en tous les cas, pour ce qui est du niveau fédéral, commencer à interpeller les centrales syndicales nationales sur cette question-là. Donc très concrètement, l'USS, Travail Suisse, a déjà fait, je dirais, un peu plus avancé en termes de prise de conscience de ces enjeux-là, parce qu'ils ont publié, d'ailleurs, on reçoit, est-ce qu'il est encore là? Non, je ne le vois plus, Denis Torch, qui travaille à la centrale Travail Suisse et qui ont travaillé sur ces questions-là et publié un petit guide avec un certain nombre de revendications aussi. Mais voilà, de le porter aussi cette thématique-là au sein de l'Union syndicale suisse, pour que la plus grande centrale syndicale nationale de Suisse puisse faire son travail aussi de lobbyisme auprès du SECO sur ces enjeux-là. La fixation de ces seuils, évidemment, doit s'appuyer sur l'expertise de la médecine du travail, des hygiénistes du travail, de toute une série effectivement de spécialistes et de réflexions qui ont et sont menées actuellement aussi au niveau international, qu'on a pu le voir ce matin. Et pour ce qui est encore d'un autre élément qui est celui de la prise en considération de l'obligation, parce qu'il existe déjà aujourd'hui dans la loi sur le travail en matière de santé une obligation de consultation des travailleurs et des travailleuses, il faut pouvoir élargir ce droit, cette obligation et ce droit de consultation pour les travailleuses et les travailleurs et leurs représentants syndicaux. Il y a déjà des dispositifs existants aujourd'hui qui sont insuffisants, certes, mais qu'il faut aussi qu'on alerte. Ce sont les commissions paritaires MSST, mesures santé sécurité du travail, qui édictent, comme on l'a dit ce matin, discutent et édictent des solutions de branches en la matière dans certaines branches, pas toutes les branches. Il faut déjà que saisir nos instances pour que dans ces commissions-là, on traite aussi dorénavant, on porte à l'ordre du jour de ces commissions
la question de l'exposition au stress thermique, mais on ne peut pas se limiter à ça parce qu'on sait aussi que l'existence de ces commissions et de ces solutions de branche, c'est aussi un petit peu la solution de facilité pour les employeurs, pour dire mais c'est bon, on a discuté de ça dans la solution de branche, et ensuite dans l'entreprise, il ne se passe rien du tout. Et là, à partir de là, sur les éléments qu'on a discutés, effectivement, on abonde sur la nécessité en termes de base légale d'étendre ce droit de consultation et de participation des travailleurs sur ces questions-là, pas uniquement au niveau des branches, mais également au niveau des entreprises, pour que réellement ce droit soit d'une part mise en œuvre, et c'est d'autant plus pertinent de le faire au niveau des entreprises, parce qu'on l'a aussi vu ce matin, la question de l'exposition au stress thermique. Il y a des considérations générales qu'on peut avoir, y compris au niveau d'une branche, mais après, il y a des réalités concrètes qui peuvent être extrêmement différentes d'une entreprise à l'autre, voire même au sein de la même entreprise. Et c'est qu'au niveau de l'entreprise qu'on peut véritablement les identifier, et identifier aussi avec les salariés concernés, et ça c'est de la construction syndicale, les mesures de protection adéquates à mettre en œuvre. On a aussi évoqué la question des ressources pour les inspections du travail, parce que c'est vrai que si on prend l'exemple de l'année dernière, de l'été passé, l'inspection, si on prend l'exemple genevois, l'inspection du travail s'est concentrée en matière de campagne de contrôle sur les chantiers, et pour deux raisons. D'une part, parce que évidemment la question des chantiers, bon, c'est là où, c'est en partie là, mais où les risques sont les plus forts, parce qu'on est à la conjonction d'exposition au stress thermique extrêmement élevée, de forte chaleur avec des travaux lourds, voire très lourds. Donc évidemment, c'est des zones à risque extrêmement importantes, on l'a vu ce matin. Mais il n'y a pas que ce secteur-là où il y a des dangers pour la santé des travailleurs à l'extérieur. Donc là, je parle du travail à l'extérieur, c'était l'objet, le périmètre de l'atelier. Il y en a aussi d'autres secteurs. Il y a la question de la restauration, notamment avec les terrasses qui, certaines, peuvent être bien ventilées, d'autres pas du tout, avec là aussi des situations qui peuvent être extrêmement stressantes en termes d'intensité du travail, parce qu'évidemment, il n'y a aucune norme qui existe, et c'est là aussi une question de revendication peut-être à mettre en place dans ce secteur de la restauration. Il n'y a aucune norme qui existe ou qui oblige un employeur à mettre X membres du personnel au service pour X nombre de couverts. Donc on a des entreprises et des cafés ou des restaurants avec des terrasses où il y a suffisamment de personnel, un nombre relativement important. C'est évidemment pas la même chose si vous devez servir 100 couverts à 10 ou 100 couverts à 2 en termes d'intensité du travail. Et évidemment, quand c'est fait au soleil et que au rythme où vous devez travailler, évidemment, ça peut poser des conséquences évidemment très différentes. On a évidemment évoqué aussi les livreurs, avec là, en termes de revendications, et là on est plutôt sur les normes, mais déjà sur les mesures de protection à prendre. La question de la livraison, il y a évidemment un élément essentiel, c'est celui des pauses et des lieux de pause, et de la mise à disposition par les employeurs de lieux de pause et de pauses rémunérés, parce que qui dit pause ne doit pas rimer avec perte de revenus. Parce qu'évidemment, ça ne va pas être possible. Donc, mais il y a la problématique des livreurs, mais on a pu évoquer aussi dans le secteur des transports, et notamment des transports publics. On a évoqué l'exemple des TPG. Évidemment, les chauffeurs sont soumis à des rythmes de travail assez intenses. Alors certes, ils sont assis, l'effort physique est moins important. En revanche, on a vu aussi que la chaleur exerce une influence non négligeable sur la fatigue et les niveaux de concentration. Évidemment que quand on est au volant d'un véhicule qui pèse plusieurs centaines de tonnes avec des gens dedans et au milieu de la circulation
Et dans la circulation genevoise, évidemment qu'il y a des niveaux de concentration qui sont requis, qui sont extrêmement élevés et qui sont mis en danger par l'exposition à très forte chaleur. Alors vous me direz, oui, mais les bus sont climatisés. Théoriquement, vous savez aussi bien que nous, si vous prenez les TPG, que les portes s'ouvrant toutes les 5 minutes, c'est peut-être frais le matin, mais au bout de 2 heures, il fait une chaleur d'enfer derrière les vitres et la température ne baisse plus. Donc là aussi, il y a une exigence d'une part d'effectifs supplémentaires, de ralentissement, de droit à la pause et de lieux de pause aux différents terminus des voies des transports publics, ce qui malheureusement ne sont toujours pas le cas aujourd'hui, ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes indépendamment du stress thermique. Si je poursuis sur d'autres types de mesures et de revendications, l'idée aussi, et là on est plus en termes d'action, c'est de voir sur quoi est-ce qu'on peut peser en termes légal. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la marge de manœuvre, le rapport de force au niveau fédéral est extrêmement mauvais. Et il faut qu'on puisse aussi explorer du coup des pistes de travail au niveau cantonal. Non pas que le rapport de force soit meilleur, mais au moins au niveau cantonal, on peut faire ce qu'on ne peut pas faire au niveau fédéral. On peut lancer des initiatives législatives, c'est-à-dire qui cadrent beaucoup plus les choses que ce que permet de faire les initiatives fédérales qui ne peuvent être que constitutionnelles et donc que poser des principes très larges. À Genève, on peut être dans le législatif. Et là-dessus, il faut qu'on puisse explorer relativement rapidement différentes pistes de lancement d'initiatives sur différents volets. Ces volets sont les suivants. On pourrait imaginer en termes de contraintes, parce qu'il faut qu'on puisse respecter que ces initiatives puissent être validées, donc respecter l'ordre fédéral ou cantonal, mais pourquoi pas agir comme on l'a fait pour le salaire minimum légal, en termes de droit du travail sur le plan économique, il n'y avait pas de marge de manœuvre d'agir au niveau cantonal, mais on est passé par le biais de la compétence cantonale en matière sociale pour pouvoir instaurer des salaires minimaux cantonaux. On pourrait imaginer aussi, bien que la question de la santé, la protection de la santé au travail soit réglée par la loi sur le travail, d'essayer d'agir, d'enfoncer le clou et d'agir sur le plan cantonal sous l'angle de la santé publique et d'introduire des éléments de protection des travailleuses et des travailleurs dans la compétence cantonale de protection de la santé publique. Ça, c'est un élément. On peut aussi imaginer, ça a été évoqué ce matin, ajouter la question de l'obligation, par exemple, de mettre en place des plans de protection contre la canicule comme condition pour obtenir les marchés publics, mais on a aussi toute une série d'activités économiques qui sont soumises à autorisation par le canton. Par exemple, l'autorisation d'exploitation d'un café-restaurant est soumise à une loi et les entreprises, pour pouvoir exploiter un restaurant, doivent respecter un certain nombre de critères. Aujourd'hui, il n'y a pas ce critère. On pourrait imaginer travailler pour introduire ce critère d'obligation de plan de protection pour obtenir l'autorisation d'exploitation. On a pensé aussi pour la question des restaurants, aussi agir sur peut-être les restaurants qui sont en fermage, c'est-à-dire qui sont en propriété publique, pour essayer d'en faire des lieux un peu plus exemplaires que d'autres en la matière. J'en arrive à la question de l'exemplarité des services publics. Là aussi, il y a un rôle des services publics et des collectivités publiques à montrer l'exemple à l'économie privée. Et là aussi, en termes de mobilisation syndicale, c'est un champ sur lequel il faut qu'on doit pouvoir investir. Il y a aussi dans les services publics des secteurs d'activité qui sont soumises à fort stress thermique. On se doit de saisir ces éléments-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, peut-être encore juste une petite chose en termes de revendication. Ça peut paraître con ou tellement simple, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte dans notre discussion
qu'un élément aussi basique en termes d'obligation de l'employeur de mettre de l'eau fraîche à disposition des travailleuses et des travailleurs, même ça, dans beaucoup de lieux de travail, les travailleurs et les travailleuses n'y ont pas accès, et que ça, c'est un élément là aussi extrêmement important en termes de revendication. Voilà, et puis sur la question, et je terminerai par là, sur la question de l'adaptation des horaires de travail, c'est aussi quelque chose où on estime qu'on doit syndicalement pouvoir entrer en matière, voire proposer ce type d'éléments-là, mais effectivement avec des garde-fous, parce qu'une adaptation des horaires de travail, commencer plus tôt le matin pour interrompre le travail plus tôt en début d'après-midi, ne doit impérativement pas se traduire par une dégradation des conditions de travail par ailleurs. Et par conséquent, interrompre le travail plus tôt l'après-midi veut aussi dire qu'il faut réduire la durée du travail, et que s'il faut déplacer les horaires, elle doit aussi être réduite à une certaine amplitude. Il y a certains pays du Sud où effectivement l'activité s'interrompt assez largement en début d'après-midi pour reprendre plus tard le soir. Mais là aussi, il faut faire attention à un truc, c'est qu'en Suisse, on a une des durées du travail la plus longue d'Europe, et qu'entrer en matière sur un modèle d'organisation des horaires de travail qui implique des pauses plus longues en début d'après-midi ne peut pas être mise en œuvre, ne doit pas être mise en œuvre avec une amplitude de la journée telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des journées de 8, 9, 10, voire 12 heures de travail. C'est juste pas possible, ça doit se doubler, une réduction de la durée du travail. Voilà. Oui, en fait, on a un peu évoqué les mêmes trucs. Donc, je ne vais pas faire trop de redites. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà dit, que vous avez déjà évoquées. C'est ça, notre résumé. S'il y en a du groupe qui veulent ici compléter, n'hésitez pas. En gros, il y a les mêmes revendications. Peut-être la différence, c'est que comme nous, on était dans l'atelier à l'intérieur, on a beaucoup plus axé quand même sur la mise aux normes des bâtiments, qui est le premier point ici. On a aussi parlé d'un fonds parce que on n'en connaît pas dans presque, je crois, aucune branche intérieure, si on peut dire comme ça. Donc, ce serait une de nos revendications. Idem, diminuer le temps de travail, avoir des pauses plus longues. Et c'est aussi pencher sur la question de la santé, qui serait à la fois une revendication, mais aussi à la fois un des moyens pour y arriver, parce que on a aussi parlé des lois. Est-ce que ce serait s'axer sur un niveau cantonal ou s'axer sur un niveau fédéral? Eh bien, il y a aussi un devoir du canton de prendre la santé de sa population, de prendre soin de la santé de sa population. Donc, effectivement, comme c'est peut-être compliqué au niveau national, on a évoqué aussi ça. C'est ici. Et puis, pour les moyens pour y arriver, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. C'est détaillé parce qu'il y a des petites choses écrites en plus petit, mais... Donc, je vais faire les gros points, puis après, si vous voulez, je détaille, mais il y a en gros un volet formation. Il y aurait un volet où il faudrait... en fait, ce volet-là, il devrait être mis plus bas, mais une fois qu'on pourrait avoir mis en place des normes pour y arriver, il faudrait aussi avoir des contrôles pour vérifier que ces normes soient bien appliquées. Et éventuellement aussi penser aux contraintes, parce que si c'est pas appliqué, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a parlé de mobilisation, éventuellement de reproduire des journées comme celle d'aujourd'hui de manière annuelle. Et puis, on a aussi évoqué la grève de l'avenir qui existe déjà et puis qui fait déjà aussi ce travail-là. Mais donc, ça rejoint aussi des propositions de mobilisation. On a parlé aussi de grève. Mais a été tout de suite évoqué la protection contre les licenciements juste après, parce que est-ce que ce serait tous les secteurs à la fois? Faudrait y réfléchir. Le droit de retrait qui a été évoqué,
a aussi été évoqué. Voilà. Après, on s'est aussi posé la question de qui était responsable. Est-ce que c'est envers l'État qu'on devrait se diriger en tant que syndicat? Est-ce que c'est vers les patrons vers qui on fait... enfin, on va dire vers qui se tourne la responsabilité. Les normes, les lois, ce serait l'État. Mais on a aussi évoqué, par exemple, des choses comme mettre en place que les patrons payent l'assurance maladie ou en fait que le coût ne repose pas sur les travailleurs, donc d'une façon ou d'une autre, ce soit plutôt soit la responsabilité des patrons, soit la responsabilité de l'État. Est-ce que vous voulez compléter? J'ai un peu tout évoqué, mais... Ouais. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Shadia, mais on a parlé aussi que sur vous, mais je répète ces propos, ce que je ne connaissais pas, qu'il y a déjà un système légal qui existe, qu'en cas de canicule, on peut... C'est dans la fonction publique, hein, c'est ça ? C'est un dispositif qui existe pour le personnel de l'État du canton de Vaud et qui permet en fait aux employés de cesser le travail si les conditions ne sont pas les bonnes conditions, les conditions adéquates de travail ne sont pas réunies parce qu'elles mettent la santé en danger. Et donc, alors, ce dispositif, il permet donc ce retrait, mais il fonctionne aussi avec l'intervention d'un médecin et d'un collaborateur d'une e-santé. On en a eu un tout à l'heure. Et donc, l'employé, il retourne au travail. Enfin, il ne retourne pas au travail tant que les conditions ne sont pas rétablies. Alors, et bien sûr, sans perte de salaire, oui, ça va de soi. Et donc, c'est un dispositif qui existe dans le canton de Vaud. Je ne sais pas depuis combien de temps il existe. Ce n'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui a été mis en place pour la canicule. Je crois il me semble que c'est quelque chose qui existe, qui préexistait. Et il serait intéressant de s'en inspirer pour peut-être construire quelque chose de similaire à Genève. Alors, dans un premier temps, pour le personnel de l'État de Genève. Et puis voir comment ça peut se déployer dans le privé. Puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire qu'au DIP, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est une directive suite à ce qui s'est passé en début d'année scolaire. Et cette directive, en fait, elle est en cours d'élaboration, elle devrait aboutir, être finalisée pour la rentrée. Et cette directive, en fait, elle est en train de construire ce dispositif. Alors, moi, je fais partie de ce groupe qui réfléchit, qui travaille sur qui travaille sur cette directive, excusez-moi. Et je crois que le CIRT est impliqué aussi à un certain niveau. Et donc, cette directive, dès qu'elle sera publiée, alors nous, organisation du personnel enseignant, on essaie de l'améliorer, de la faire au mieux. Et puis, dès qu'elle sera publiée, ce serait intéressant de la partager la partager pour voir si elle peut inspirer d'autres corps de métier, et puis voire même le privé. Voilà, merci. La grève pour l'avenir a malheureusement eu un petit peu de mal à se relever après le Covid, mais la commission climat du site a tenu le flambeau. Et du coup, depuis janvier, on se penche sur ces questions de mobilisation et d'information auprès de la population, en se disant que le moment de la canicule, c'est un moment clé, parce qu'on ne peut pas ne pas parler du réchauffement climatique, du stress, etc., thermique, etc. Donc on a prévu d'une journée de mobilisation, puis on a choisi un jour symbolique, c'est l'entrée en été, c'est le vendredi 21 juin, et ce serait une date où on occuperait, parce qu'on serait des centaines, le centre-ville, mais en particulier le pont de la Machine, pour informer la population du matin tôt jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, avec beaucoup d'informations à relayer, des informations syndicales, mais aussi pour la population qui vit mal dans son logement, des informations sur la protection, par exemple, offerte par la SLECA, etc. Et l'idée qu'on doit s'auto-protéger maintenant, on doit se mobiliser pour défendre nos droits à la vie, sachant qu'on ne peut pas compter sur les employeurs et sur l'État pour le faire. Du coup, le message peut-être que de la grève pour l'avenir, ce serait de
de vous joindre aux réunions, au mouvement. Bien sûr que l'objectif, c'est de discuter dans chacun des secteurs, peut-être dans chacun des métiers, dans chacun des espaces de travail, des revendications, mais peut-être que cette grève pour l'avenir pourrait être un lieu de partage, de coordination autour de ces questions, et que cette journée-là, elle ne se termine pas par juste des bons souvenirs et puis des travaux qui ne seraient pas reliés, mais peut-être que cette grève pour l'avenir pourrait être le lieu de la coordination. Peut-être Manuela, tu veux rajouter quelque chose ? D'accord. On a prévu justement, puisqu'on parlait de refuge climatique, des actions avec des parapluies pour symboliser le fait qu'on doit se protéger de la chaleur, mais venez participer aux réunions pour renforcer le mouvement. Merci. Voilà, on va passer la parole au groupe 3 pour le secteur de la construction. Puis pendant qu'ils arrivent, j'en profite pour mentionner effectivement un truc que j'ai oublié tout à l'heure dans le compte-rendu, parce que j'ai oublié, mais parce qu'il était en haut de ma liste. Mais quoi qu'on fasse, ça implique la mobilisation, la sensibilisation des collègues et la mobilisation des collègues. Et ce qu'on s'est dit dans ce groupe, c'est que partout où on peut, dans les différents secteurs, l'été prochain, il faut agir. Il faut agir, il faut mener des actions de dénonciation des conditions de travail dans tous les secteurs où on peut le faire et que ceux qui sont soumis à ce type de problématique-là, pour véritablement en faire un vrai problème pour lesquels, alors d'une part, on sera en mesure de mobiliser les travailleuses et les travailleurs, mais aussi pour en faire un vrai problème politique, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer nos droits. Il faut sortir du silence et thématiser. Il n'y a pas meilleur moyen de le faire qu'au moment où ça arrive, parce qu'évidemment, là, les travailleuses et les travailleurs qui dénoncent leurs conditions de travail pendant la canicule, on l'a subi toutes et tous, la canicule. Donc on est aussi à ce moment-là beaucoup plus à l'écoute de ce type de revendication. Voilà. Merci David. Du coup, on a co-animé l'atelier avec Johan. On s'est beaucoup concentré au début sur, je dirais, la revendication phare du secteur de la construction, que c'est la création d'un fonds intempéries. Donc on a fait un peu l'historique. Au début, il y avait, à partir de 2014, les syndicats avaient essayé de revendiquer un fonds plutôt paritaire, c'est-à-dire payé à la fois par les travailleurs et les patrons. Ils avaient mandaté en étude à un sociologue. Ils étaient arrivés à la conclusion que d'un côté, ça coûtait trop cher, et de l'autre côté, évidemment, ce n'était pas aux travailleurs, aux travailleuses de payer pour la protection de leur santé. Par conséquent, la lutte a continué. Il y a eu des actions aussi en 2021 avec la grève pour l'avenir, comme on l'a cité tout à l'heure. Et après, on a expliqué la problématique des fonds intempéries, du fait qu'il y a la loi, la LACI aujourd'hui, il y a un fonds intempéries, mais il y a le problème du délai de carence de 2 jours. Il y a le problème qu'il faut d'abord épuiser les heures supplémentaires avant que pouvoir y avoir accès. Il y a le problème que les travailleurs et les travailleuses temporaires ne sont pas indemnisés. Donc, en gros, pour vous la faire courte, parce qu'on est fatigué après toute cette journée de réflexion, aujourd'hui, on est en train de négocier avec les patrons. Il y a un projet de loi qui serait un peu un fonds intempéries qui couvre ces 2 jours de délai de carence, qui couvre également les temporaires, qui ne soit malheureusement que pour le moment pour le secteur de la construction, mais peut-être si on pose déjà le jalon, ce sera la possibilité d'aller plus loin, et qu'il n'y ait pas cette histoire de devoir rattraper les heures supplémentaires. Donc ça, c'était la principale revendication. Puis je pense qu'on va essayer de faire un peu plus dynamique. J'avais encore une dernière, c'était par rapport à... c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui. Il y a une application qui a été mise en place au niveau de l'OCIRT, mais ce serait bien d'un côté qu'il y a une autre, comment dire, aujourd'hui c'est une application très basique qui a des critères objectifs qui disent à partir de ce degré-là, l'employeur il est obligé d'assurer un plan de protection ou bien d'arrêter l'activité. Et nous on aimerait que dans cette même application, pour protéger justement les lanceurs d'alerte, les travailleurs et les travailleuses qui dénonceraient leurs conditions de travail, qu'ils puissent automatiquement envoyer la dénonciation à l'OCIRT avec cette application. Et du coup, je te passe la parole comme ça. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Du coup, pour compléter les exigences, les demandes que l'atelier souhaite
portée au niveau de l'État, au niveau de la politique au sens premier. Il y a aussi qu'il y ait une tolérance dans le délai d'exécution. On s'aperçoit que dans les chantiers, la fin du travail passe devant la vie, la santé du travailleur. Du coup, on souhaiterait l'atelier demande qu'en cas de canicule, en cas d'intempérie, il y ait une tolérance dans le délai d'exécution, dans le délai des rendus des chantiers. Et que cela compte non seulement pour les chantiers publics, ce qui devrait être une évidence, mais aussi pour l'ensemble des entreprises générales, qu'il y ait un pacte social pour tout le monde, qu'il y ait une volonté politique d'avancer dans ce sens-là. L'autre élément pour compléter, et ça sera finalement le quatrième pour ce qu'on demande au niveau de l'État, au niveau des politiciens, c'est qu'il y ait de clarifier la procédure. Clarifier la procédure lorsque les inspecteurs doivent inspecter en période de canicule. On peut anticiper lorsqu'il y aura ces périodes l'été, du coup simplifier qu'il y ait une procédure directe pour que les inspecteurs ensemble puissent faire leur travail et que tous les acteurs puissent être impliqués, l'IPE, l'OCIRT, le bureau des chantiers aussi. L'autre élément en lien avec ça, c'est de carrément déléguer les compétences aux syndicats pour le contrôle en période de canicule. Les syndicats font partie du partenariat social, ce sont ceux qui sont souvent à la première ligne, qui voient les difficultés, qui voient la question dans le chantier. Du coup, les syndicats sont complètement compétents pour aussi assurer cette inspection des plans de protection en période de canicule. Ensuite, on passe aux mesures. On a essayé de clarifier pour simplifier aussi le rendu, parce qu'après, dans l'atelier, vous pouvez bien vous imaginer que ça partait un peu dans tous les sens. Maintenant, c'est ce qu'on pourrait faire, ce qu'on demande de faire au niveau des entreprises, au niveau du secteur, sur le plan conventionnel aussi. Du coup, j'attaque déjà. Il y a l'exigence d'avoir un plan canicule, un plan de protection canicule lorsqu'il y a des appels à des marchés publics. C'est quelque chose qui a été dit auparavant aussi par David avant dans la première synthèse. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de le faire dans le secteur de la construction, dans le bâtiment. Il y a déjà des assurances multipack où on attend des entreprises de respecter les assurances sociales, etc. Dans la même logique, un plan de canicule qui doit être présenté pour avoir accès à un marché public. Oui, après, il y a une autre revendication qui paraît anodine, mais on s'est rendu compte en discutant avec les participants et participantes aux ateliers. Dans beaucoup de chantiers, les équipements de protection ne sont toujours pas encore fournis, donc c'est une évidence, mais il faut que ça soit fourni par l'employeur, c'est légal, c'est dans la loi, mais ça n'est pas appliqué, donc c'est scandaleux, mais il faut quand même le rappeler. Il y avait aussi la question ça a été évoqué ce matin lors des présentations, d'avoir des comités de santé-sécurité dans chaque entreprise, et dans les entreprises, dans les très petites entreprises, dans les micro-entreprises, si ce n'est pas un comité, au moins une personne responsable par entreprise qui soit formée et qu'en même temps, elle puisse participer au plan de protection. Pas juste que l'employeur le fasse de son côté, mais que les travailleurs, les travailleuses, ils puissent donner leur point de vue, l'améliorer, l'amender, pour que ça soit plus paritaire, quoi, les mesures de protection. Je fais encore ça. Puis. Et, oui, il y avait aussi un autre point, ça a déjà été fait dans le gros œuvre, mais on a remarqué que ce n'est pas le cas. Donc, dans les autres secteurs, comme les parcs et jardins, par exemple, les échafaudages ou le second œuvre, donc identifier à la fois les métiers pénibles, les métiers les plus pénibles, pour qu'il y ait une protection accrue de leur santé. Voilà, je te laisse. Ensuite, à propos de la formation, rajouter que l'atelier demandait qu'il y ait des contrôles stricts sur l'obligation de formation des travailleurs et au risque en période de canicule, intempéries en général, et qu'il y ait un contrôle effectif qui soit fait par l'OCIRT, qu'il y a cette formation qui est faite. Et ensuite, pour finir, vous savez que dans le bâtiment, il y a le problème de la sous-traitance qui
qui cause des blessures irréparables. C'est un problème qu'on voit au quotidien. Et là aussi, il y a une responsabilité solidaire à exiger de la part des entreprises principales concernant les sous-traitants. Il faut casser cette irresponsabilité systématique qu'il y a où personne n'est responsable de rien. Là, pareil, il faut trouver une formule pour que les entreprises principales soient responsables des sous-traitances en matière aussi de plan de protection canicule et intempéries. Voilà, après... Les temporaires également. Oui, c'est vrai. Juste, les temporaires également, tout comme les sous-traitants aussi, les temporaires, parce que très souvent, les micro-entreprises et les sous-traitants disent mais on n'a pas les moyens de faire les plans de protection, blablabla. Du coup, l'entreprise principale, elle est responsable pour que c'est les entreprises qui font une partie de leur travail, qu'elles aillent aussi le même plan de protection. Parce que c'est ce qu'on voit sur les chantiers, tu as peut-être une partie du personnel est protégée, et puis les temporaires, les plus précaires, ils sont laissés un peu à l'abandon, quoi. Donc il faut que l'entreprise principale soit responsable. Voilà, et du coup, on descend au niveau des syndicats. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Et ça va être fait par tous les syndicats, de préparer des campagnes d'information en avance, comme des journées comme aujourd'hui. Mais en vue de l'été qui arrive, préparer toutes les infos nécessaires, les contacts, pour que les travailleurs soient informés et puissent agir au plus vite. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Alors nous, on a de la chance parce que notre secteur est couvert par une ordonnance, c'est le PROMA. On en a parlé ce matin. Enfin, c'est Para qui a parlé de ça, de le PROMA, une des seules ordonnances. Donc les actes de discussion que nous devions avoir aujourd'hui, on les a tous réunis dans le PROMA. La première, c'est le seuil, donc les degrés, les 28 degrés. Moi, je vais vous poser une question. Qui connaissait le seuil d'interdiction au travail des 28 degrés ce matin? Si vous pouvez lever la main. Voilà. Pourtant, c'est un secteur, il y a dans la santé, dans la blanchisserie, dans l'éducation, dans la restauration, dans l'agriculture, floriculture, horticulture, c'est des secteurs où les femmes sont fortement représentées. Donc, ce sujet-là concerne beaucoup de travailleuses. Et donc, du coup, d'emblée, on s'est posé la question de ce qu'on allait pouvoir faire avec ça. Donc, c'est posé la question de est-ce qu'on pourrait créer au niveau de la CGAS un flyer déjà qui contiendrait ces informations-là, cette information-là qu'on ne connaissait tous pas aujourd'hui, de présenter déjà ces axes, ce seuil d'interdiction, l'indemnisation, parce qu'il y a aussi l'indemnisation qui est prévue. Si une femme doit arrêter de travailler, elle est indemnisée à hauteur de 80%. Donc, de contenir déjà la législation, mais avoir une législation, c'est une chose, mais il y a aussi la mise en application. Parce qu'on peut avoir toutes les normes qu'on veut. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, on a les moyens d'appliquer ça? Est-ce que le chargé de sécurité et santé au travail va anticiper le jour, va regarder la météo pour savoir si le lendemain il va faire 28 degrés, pour pouvoir analyser déjà la structure de l'entreprise pour laquelle il est représenté, de savoir si le travail doit être arrêté pour une travailleuse qui est enceinte, prévoir de l'eau, de l'hydratation, etc. Donc ce flyer, ce serait une manière d'informer, mais une manière de mettre en œuvre. Et on s'est aussi posé la question, comment est-ce qu'on peut alerter l'OCIRT? On a des représentants de l'OCIRT ici, alors comment est-ce qu'on peut... Pardon, vous m'entendez tout. Comment est-ce qu'on peut alerter l'OCIRT? Comment un secrétaire syndical? Comment une personne qui va, ou un inspecteur IPE ou d'autres organismes de l'inspection qui sont sur place, comment on peut conseiller une travailleuse
où on arrive sur place, là, il fait 30 degrés, comment est-ce qu'on lui conseille d'alerter l'OCIRT? Est-ce que l'OCIRT pourrait nous répondre? De toute manière, les personnes sont à même de pouvoir nous contacter de toute façon. Mais après, la question des 28 degrés, c'est après la première question qui devrait se poser, c'est est-ce que l'employeur a fait une analyse de risque en lien avec la nature d'activité? Et c'est ça qu'il faudrait évaluer, c'est-à-dire que les 28 degrés, c'est une référence. La première question qui devrait être posée, puisqu'on pourrait recommander, c'est normalement à l'entreprise d'avoir fait ce qu'on appelle une analyse de risque préventive. On parle là des températures, mais c'est exactement la même chose pour l'exposition aux produits dangereux, par exemple. Et donc il y a tout un tas d'activités au fait qui sont considérées dangereuses pour la maternité, dont la température. Mais le 28 degrés, effectivement, c'est une limite qui est donnée. Et ce qu'on exigerait de l'employeur, c'est est-ce qu'il a fait une analyse de risque préventive? Mais effectivement, alors après, je vous enjoins à, effectivement, si on dépasse les 28 degrés, à ce que vous envoyez toutes les personnes enceintes de téléphoner à l'OCIRT. Et puis, on transmettra à notre direction. On s'est aussi posé la question, est-ce que l'OCIRT a fait des campagnes ciblées pour les femmes enceintes? Est-ce que ça a été le cas? Parce que ce serait aussi peut-être quelque chose qu'on pourrait faire au niveau syndical. Alors peut-être pas des campagnes, je dirais, proactives, mais dans la mesure où, si j'entends bien, la question se pose de se dire, pour amener à une directive, la question là ne se pose pas dans la mesure où il y a une ordonnance fédérale qui concerne la protection de la maternité. Donc le système législatif est déjà établi pour qui explique les règles applicables pour comment on doit protéger la maternité, ou les femmes enceintes, excusez-moi. Pour finir, on n'est pas rentré dans un débat parce que voilà, là on s'est axé sur les femmes enceintes, mais on s'est quand même posé la question, puis tout de suite ça a soulevé un débat. Parce que les femmes ont au cours de leur vie des fragilités physiologiques qui sont liées au fait qu'on a des règles et puis qu'on a nos règles, et où certaines femmes souffrent de règles douloureuses qu'on appelle l'endométriose par exemple. Et tous ces aspects-là qui sont accentués avec le stress climatique, justement. Mais ça, c'est un débat et une question qu'on laisse ouverte pour le moment, mais qui peut être une question aussi syndicale pour le futur. Voilà, je conclus par ça. Merci.